Bonsoir Abdelwahab Medeb. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes écrivain, poète tunisien, très connu, auteur de Paris de civilisation, notamment, c'est votre dernier ouvrage, paru au Seuil. Et évidemment, vous avez envie de dire en ce moment à quel point vous êtes heureux de cette révolution du jasmin, on s'en doute. Mais dans le fond, pourquoi est-ce que vous répétez que c'est surtout qu'elle a une vocation universaliste? C'est que très souvent, tout ce qui nous vient du Sud, on cherche à lui accorder une spécificité, une particularité, quelque chose d'étranger, de lointain. Je voulais dire que la Tunisie, particulièrement la Tunisie, participe d'une manière profonde aux catégories qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'elle nous parle, y compris à l'Occident, et elle nous explique qu'en fait, les peuples arabes, notamment, ont le droit à la démocratie à l'occidentale et qui ne sont pas condamnés à l'autoritarisme, à la dictature militaire ou islamiste. Il y a deux aspects. Il y a ce que les philosophes appellent le droit naturel, et la liberté fait partie du droit naturel. Donc tout homme aspire à la liberté, quel qu'il soit. Et en plus, il y a l'évolution. Si cela s'est exprimé d'une manière aussi claire, aussi nette en Tunisie, c'est qu'il y avait une situation culturelle, une situation anthropologique avancée. On a beau dire qu'il faut se méfier, à raison, du positivisme, du fait que l'histoire a des étapes, mais moi je crois à cela, quoi qu'on en dise. Et donc les plus proches de nous en termes de temps historique, probablement de la rive sud de la Méditerranée, c'est la Tunisie. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est tombé de l'école qui a été fondée par Bourguiba, qui était à sa manière, pas à sa manière, aussi qui était un enfant de la République française. Un pur produit de la Troisième République. Un radical socialiste pur produit, et donc il a appliqué le mot d'ordre qui était un vœu pieux ou qui était un rêve ou une utopie ou en tous les cas un dessein mais non réalisé à l'époque coloniale, le rêve de Jules Ferry, la promotion humaine et sociale par l'école, lui, il l'a vraiment réalisé. Alors, ce soir, on a entendu qu'il y a un nouveau gouvernement dans lequel il y a 3 figures de l'opposition, mais surtout 6 anciens ministres, dont le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, on est dans la situation la plus délicate, la plus difficile, cette phase de la transition. Dans toutes les révolutions, il faut voir comment ça s'est passé un peu partout. Je suis heureux qu'on ne soit pas passé par une radicalité tranchée, qu'on ne soit pas entré dans une logique strictement révolutionnaire. L'esprit de cette révolution n'est pas dans ce sens-là. La seule chose qu'on pourrait retenir de l'esprit révolutionnaire de 1789, cette chose très très belle, un des messages de 1789 qui a été cette fois-ci actualisé de nouveau en Tunisie, c'est la dignité, la liberté avant le pain. Là, ok, il y a eu cet aspect-là, mais certains veulent parler de constituante, ne veulent plus entendre parler de la constitution actuelle en Tunisie parce qu'elle a été entachée. Ah oui, il faut qu'on reste dans le cadre légal dont on dispose aujourd'hui, malgré toutes les défigurations qui ont été faites à cette constitution a conservé en elle le noyau de la constitution de 1957 de Bourguiba, qui est un noyau immensément sain, c'est-à-dire aucune trace de la référence à la charia, aucune trace, ah oui, elle n'appartient pas aux sources du droit, c'est majeur, un droit profondément positif et un droit construit essentiellement sur le grand héritage des Lumières, et nous avons là d'une manière explicite, elle n'a pas été honorée dans les faits, mais maintenant le fait a précédé... Il y a la laïcité, l'égalité homme-femme, enfin les grands principes, la citoyenneté. La citoyenneté construite sur l'égalité hors toute considération de genre, de sexe, d'ethnie, de croyance. C'est essentiel. Pourtant, et ça, il faut le préserver. Voilà. Pourtant, ce soir, il y a un des opposants, Monsef Marzouki, qui est donc en France pour le moment, qui doit rentrer demain en Tunisie, qui dit que c'est une mascarade, ce nouveau gouvernement. Peut-être. Moi, je ne suis pas content du tout. Je suis pas content du tout. Mais je pense qu'il faut être immensément vigilant. Il faut continuer à rester dans la prudence et la dignité, et même l'élégance, et j'ai envie de dire la leçon qui nous vient de cette révolution, menée surtout par les jeunes d'ailleurs, et en même temps essayer de continuer à travailler dans le cadre légaliste. Parmi les anciens du parti qui sont là, 3 peuvent se comprendre, leur place peut se comprendre, parce qu'ils sont avant tout des technocrates et non des politiques, et ils sont à leur place.
c'est les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ils peuvent être les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, ceux-là, ils sont à leur place. Et celui qui a été nommé à la tête de la Banque nationale. C'est quelqu'un de très compétent dans le domaine qui est le sien. Il est de belle formation américaine et vraiment intègre et qui n'est pas entaché politiquement, qui n'est pas marqué politiquement. Les autres, vraiment, sont inutiles. Et puis, même les opposants, je les connais, certains ont été condisciples à l'université, nous sommes de la même génération. Ils ne font pas le poids. Ce mouvement est nettement supérieur au personnel disponible. L'énorme problème qu'a ce mouvement, c'est que nous avons eu notre Jan Palach, mais on n'a eu ni notre Wałęsa, ni notre Václav Havel. Il faut espérer peut-être que par la suite, il y aurait ce phénomène. Jan Palach, c'est évidemment ce jeune qui s'est immolé en 69 à Prague pour protester contre l'invasion par les chars russes en Tchécoslovaquie. Et c'est vrai que cette immolation symbolique, elle nous rappelle la chute du mur de Berlin. Enfin, les mouvements qui donnent après lieu à la chute du mur de Berlin. Tout ce mouvement qui est assez pacifique et en même temps qui vient comme ça de la société civile, c'est très intéressant que vous le rapprochez comme ça de ce qui a agité l'Europe, notamment l'Europe de l'Est ces dernières années. Mais tout de même, il y a les islamistes. On en a entendu il y a quelques instants, c'était pas très clair, il n'a pas voulu se mouiller, voilà. Il n'a pas voulu être très précis. Il ne savait pas sur quel pied danser, je l'ai écouté en coulisses, si j'ose dire. Ils vous font peur ? Non, pas du tout. Il cherche à se positionner. J'ai la certitude que la société tunisienne est une société qui a fait sa mue dans ce domaine. Et il faut insister encore plus. S'ils sont là, s'ils jouent le jeu démocratique, moi je n'ai rien contre eux. Hein, et puis tout le monde a évolué. Je ne suis plus. J'étais peut-être à un moment dans une espèce d'intégrisme laïque pour répondre à pour moi, ce qui constituait l'horreur absolue, cet intégrisme islamiste. Mais quand on voit certaines évolutions, quand on voit la manière avec laquelle mes amis, qui sont les pires intégristes laïcs que je connais sur cette terre, mes amis turcs qui s'accommodent et qui me disent finalement ces islamistes qui sont devenus une démocratie islamique ont même donné une légitimité plus grande à la démocratie parce qu'ils lui ont donné une réalité sociologique et anthropologique qui fait qu'elle n'est plus quelque chose qui a été parachuté d'en haut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France rattrape peut-être ce silence, ces réactions timorées du début, et l'Union européenne qui ce soir dit qu'elle est prête pour aider la Tunisie à accéder à la démocratie? La France doit sortir de deux choses qui la bloquent et qui sont terribles. Un, définitivement sortir du paternalisme colonialiste, qui a été celui de Chirac notamment, la fameuse phrase ils mangent, ils s'habillent, ils ont des voitures, que veut-il de plus? Eh ben non, eh ben non. On ne mange pas et on veut la dignité et la liberté. Il faut que Chirac revienne à 1789 pour peut-être qu'il comprenne. Et puis l'autre élément, cette espèce d'ethnocentrisme, je dirais inconscient, cette certitude qu'on est encore la voix du monde et on pleure sur le fait que l'universalisme français n'existe plus et qu'il est battu en brèche de toutes parts. Et voilà un événement qui confirme l'universalisme français en fait. Sauf qu'il vient d'ailleurs. On n'est plus dans cette problématique de centre-périphérie, il y a un décentrement, le monde bouge dans tous les sens. Les autres pays arabes, en un mot, il y aura effet de contagion à votre avis? Écoutez, la Tunisie est dans une étape sociologique et anthropologique différente du reste du monde arabe, mais les structures politiques sont très proches, particulièrement je pense à l'Égypte. Il y a un bouillonnement en Égypte. Malheureusement, la société civile a été très atteinte en Égypte. Il y a eu une réislamisation qui a été catastrophique, faute du gouvernement, parce qu'il a donné les âmes à El-Azhar à condition qu'il ne touche qu'au nom de l'islam. Plus pessimiste sur le reste du monde arabe ce soir, Abdelwahab Medeb. Plus pessimiste, mais l'onde de choc est là. Moi, je crois à cette onde de choc. Je sais que le blog égyptien bouillonne, qu'il y a un bout des blogueurs égyptiens qui sont très très proches, qui ont la même culture que les blogueurs tunisiens. Un élément très important auquel il faut attacher l'importance, qui signale que le monde a changé. En un mot, les franco-tunisiens ont été majeurs dans cette affaire, parce qu'ils ont relayé les blogueurs et ça a été énorme. Et nous avons un très grand nombre appréciable, c'est peut-être 2-3% de la société, mais qualitativement, ils ont un effet considérable en Égypte. Donc c'est par eux peut-être que ça viendra aussi en Égypte. Hein. Merci beaucoup.